Bienvenue, si vous nous rejoignez en ce début d'après-midi, on va voir d'abord comment l'innovation va transformer le secteur de la rénovation à travers le témoignage et le regard des représentants de deux grands groupes, Bouygues et Vinci. Dans un instant, Kevin Cardona nous rejoindra sur cette scène, mais d'abord on va accueillir Christian Denacar. Bonjour Christian Denacar, je vous en prie, installez-vous. Vous êtes directeur de l'innovation chez Bouygues Construction, chargé des sujets de rénovation. Et le voici, il arrive, tout droit sorti de son vélo. Bravo, merci. Kevin Cardona, directeur de l'innovation entrepreneuriale de Léonard, la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. Je vous laisse reprendre votre souffle puisque les premières questions sont pour Christian. Christian, l'une de vos collègues me disait en préparant cette table ronde que la rénovation, c'est vraiment rendez-vous en terre inconnue. Alors, en quoi l'approche sur la rénovation est-elle si différente de celle de la construction ? Alors effectivement, oui, la rénovation est un enjeu auquel on n'avait pas forcément bien anticipé toutes les contraintes en fait. Construire en neuf, c'est simple. On part de zéro, feuille blanche. On n'a pas d'existant, on n'a pas de contraintes liées au patrimoine qui est déjà construit. Et c'est vrai que quand on se lance dans des projets de rénovation, la première chose sur laquelle on bute, c'est de quoi est fait le bâtiment. Et c'est un vrai enjeu. Parce qu'aujourd'hui, quand on découvre un bâtiment qu'on doit rénover, là commencent les difficultés. Ouais, il faut donc créer de la connaissance pour ensuite finalement sécuriser la qualité de la rénovation et puis aussi respecter les délais. Quels sont les outils ou innovations qui vous semblent les plus décisifs aujourd'hui pour mieux diagnostiquer l'existant ? Alors aujourd'hui, très clairement, une des innovations sur lesquelles on mise beaucoup et qui fait l'objet aujourd'hui encore d'un verrou technologique fort, c'est le scan du bâtiment pour pouvoir le transformer en maquette numérique utilisable directement par les ingénieurs. Et aujourd'hui, c'est encore une étape que l'on réalise en partie manuellement. Donc c'est chronophage, ça mérite d'être industrialisé, d'être automatisé. Et ça, c'est un vrai point crucial. Une fois qu'on l'aura vaincu, on va gagner beaucoup de temps. Heureusement, aujourd'hui, on a des solutions techniques qui sont quasi matures, on va dire. C'est presque disponible commercialement. Et on s'aperçoit du temps gagné, mais incroyable, aussi bien dans l'acquisition du bâtiment par l'extérieur que par l'intérieur. Parce qu'en fait, on doit gérer les deux. Et ce ne sont pas les mêmes technos, pas les mêmes solutions qui sont utilisées dans les deux cas. Et alors, ça, c'est un vrai enjeu. Justement, est-ce que vous avez des exemples très concrets à nous donner de chantiers qui ont été menés dernièrement et qui ont été menés à bien grâce notamment à ces, ces scans ou ces autres exemples? Petit exemple dans le Nord où on a beaucoup de logements sociaux individuels en bande. Vous connaissez les corons. Vous voyez, vous avez bien l'image. Et on se dit, elles sont toutes pareilles, ces maisons. C'est du copier-coller, simple, pas besoin de scan. Grossière erreur. En fait, chaque maison est particulière. Alors, elle est particulière déjà dans sa façon d'être construite. De temps en temps, les murs ne sont pas tout à fait droits, les fenêtres ne sont pas tout à fait posées correctement. Et ça, rien que ça oblige à scanner chaque maison de façon individuelle pour avoir sa vraie image en modèle BIM. Et ça demande beaucoup de temps. Aujourd'hui, ça nous a pris énormément de temps et demain, on aura les outils pour le faire de façon beaucoup plus automatisée et beaucoup plus rapide. Un autre exemple ? Pour la partie, alors ça c'est, on va dire, le scan extérieur. Aujourd'hui, il y a plein d'outils que vous connaissez, les lidars, etc. Très bien. Mais pour la partie intérieure, ce qu'on veut, c'est simplifier exactement dans la même démarche cette acquisition et cette transformation de ce scan en outil utilisable directement par les équipes travaux, par les conducteurs, pour avoir tout simplement l'idée du chiffrage, de la rénovation de la salle de bain de Madame Michu. Aujourd'hui, les maîtrises font encore majoritairement à la main ou avec un scan, avec beaucoup de retravail après. Et ça, c'est chronophage. Alors Kevin, chez Léonard, vous accompagnez près de 80 startups chaque année
Présentez-nous 3 startups ou leurs solutions qui améliorent finalement cette phase de diagnostic, cette connaissance de l'existant. Alors bonjour à tous et merci pour la prise de parole. Je vais essayer de vous répondre en allant du général au particulier, dans le sens où il y a des solutions à l'échelle de villes, de patrimoine, d'immeubles et de pièces, effectivement. Et c'est pas les mêmes technos, c'est pas les mêmes solutions, c'est pas le même marché. Mais globalement, je peux vous donner un exemple. Une boîte qui s'appelle Kestrix, par exemple, qui est une boîte anglaise, qui, elle, fait voler des drones, et à la condition qu'ils fassent 10 degrés d'écart entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment, ils ont la capacité d'identifier toutes les déperditions thermiques, ce qu'on fait historiquement justement à l'échelle du bâtiment, mais avec des choses plutôt longues et coûteuses. Eux, ils le font à la volée, et ils sont capables de faire, donc ils travaillent avec des bailleurs sociaux typiquement, et ils font ça sur des grands parcs d'un coup. L'enjeu, il est où? Il n'est pas de faire le maîtrise spécifique de l'entreprise de construction dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est plus à l'échelle du patrimoine. Donc le gestionnaire de logement social, par exemple, qui a un énorme patrimoine et qui doit développer des budgets, enfin décider des budgets de travaux à engager l'année suivante. Par quoi vous commencez quand vous avez 3000 immeubles comme ça? Comment vous savez comment prioriser vos capex, vos déploiements de capitaux? Donc voilà, cette boîte répond à ça. Donc, premier cas d'usage. Comment très rapidement voir en gros les priorisations en termes de déperdition thermique, puis le drone a la capacité d'aller voir le toit, ainsi de suite. Une autre boîte un peu similaire aux États-Unis qui s'appelle T2D2, qui fait la même chose, mais qui a développé de façon beaucoup plus précise, à travers des algorithmes de computer vision, donc la capacité de voir ce qui se passe sur une image, et en l'occurrence d'y mettre l'intelligence d'un constructeur, on va dire, dans l'analyse de cette image, c'est-à-dire une petite craquure sur une façade, est-ce que c'est grave ou pas grave? Seul l'expert peut le voir, donc on a entraîné cet algo comme ça. Ils ont fait d'ailleurs le scan de l'Empire State Building pour montrer leurs compétences sur des très grandes hauteurs. Donc là, c'est pareil, mais à l'échelle du bâtiment cette fois-ci. Et du coup, ça demande d'avoir effectivement une IA, hein, comme tout le monde le sait, c'est plutôt bête comme ses pieds au départ. Ça devient intelligent qu'à partir du moment où elle est entraînée par un sachant, par quelqu'un du métier, encore une fois, qui est capable de faire la différence entre quelque chose de grave ou pas. Donc ça aussi, c'est à l'échelle du bâtiment, dans cette phase de diagnostic. Et puis je vais finir par la pièce. Et on peut parler de deux startups, une startup allemande qui s'appelle Enter et une startup dont j'ai oublié la nationalité, mais qui s'appelle Luminoview. Il me semble qu'elle est dans les Nordics. Là, c'est 2 façons différentes de rentrer dans une pièce et très rapidement, effectivement, faire le scan d'une pièce et très vite identifier en fait les objets. Donc là aussi, computer vision, même brique technologique de base, mais avec un œil et un regard différent, celui de savoir ce que c'est qu'une menuiserie, ce que c'est qu'une menuiserie bois versus une menuiserie alu, ce que c'est qu'un faux plafond, ce que c'est qu'une porte, ce que c'est que, bref, des toilettes, ainsi de suite. Avec un double enjeu là que je trouve moi crucial, qui est celui du réemploi, ou plus dit autrement celui du stock. C'est-à-dire que en fait, chaque visite d'un immeuble, quel qu'il soit, c'est une brique constitutive du gisement de matériaux, d'objets qu'on va avoir demain dans une banque de matériaux, alors non encore organisée avec un modèle économique à trouver, mais globalement avec cet enjeu de dire, c'est important en fait de savoir ce qu'on a pour pouvoir développer du réemploi, et ces startups vont permettre de le faire. Donc vous voyez, coup double, c'est-à-dire comment est-ce que rapidement je scanne et je fais mon métré à l'échelle d'une pièce ou d'un appartement ou d'un étage, mais en même temps comment est-ce que j'ai d'autres modèles à ajouter grâce à ça, parce que je compose la brique essentielle du futur du réemploi, qui est déjà savoir ce qu'on a à réemployer. Ouais, vous citez des exemples de start-up à l'international, donc on peut vraiment dire que ça bouge dans tous les pays et que vraiment de nombreuses start-up s'intéressent à la rénovation énergétique et à la connaissance de l'existant. Un mot sur l'industrialisation et le hors-site. On entend beaucoup parler en ce moment. On sait que pour massifier la rénovation, il faudra sans doute industrialiser, construire aussi au-delà du chantier. Où en est-on aujourd'hui sur ces 2 axes? Quels sont les avantages, les inconvénients? Et cela peut-il vraiment nous aider à changer d'échelle? Alors très clairement, oui. La réponse est oui. L'industrialisation et le hors-site sont des outils, on va dire, des démarches aujourd'hui extrêmement logiques dans l'évolution de notre métier. D'ailleurs, c'est un vrai enjeu pour le monde du BTP, c'est de changer de la casquette, on va dire, c'est un peu péjoratif, mais de l'artisanat de la construction à l'industrie de la construction, ce qui veut dire qu'on doit adopter les codes de l'industrie. Et on a un projet actuellement pour essayer de massifier la rénovation des façades. Et la première question que nous pose l'industriel, c'est est-ce que vous êtes capable de nous mesurer votre bâtiment et de nous donner vos exigences
au millimètre? La réponse est non. Je ne sais pas donner une précision au millimètre aujourd'hui. Je vais apprendre, on développe les outils pour apprendre, mais déjà rien que ce point-là montre déjà tout le travail qu'il va falloir faire pour passer à l'industrialisation. En revanche, une fois qu'on est passé à l'industrialisation sur certaines parties du bâtiment qui s'y appliquent bien, là, en revanche, vous connaissez Reaskin, les salles de bain modulaires, des parties préfabriquées du bâtiment, ça marche excessivement bien, très, très, très pertinent. Le off-site, donc une fois qu'on industrialise, il y a une partie qui peut être fabriquée en dehors du chantier de rénovation, mais il y a aussi une partie qui peut très bien être industrialisée sur le site directement. Et aujourd'hui, on essaye de mettre en place, de tester, de voir un peu les opportunités pour mettre des robots sur nos chantiers qui permettent, entre guillemets, d'industrialiser et d'automatiser un certain nombre de tâches et qui permettent évidemment d'améliorer la pénibilité, de diminuer le risque, d'améliorer la qualité. Et pour info, on a testé il y a maintenant un peu plus d'1 an un robot sur un projet pilote avec Lille Métropole Habitat d'impression d'isolant sur un pignon aveugle réalisé 100% par un robot. Ça fonctionne. En revanche, il faut adapter tout le concept autour. Le chantier doit s'adapter, nos compagnons doivent s'adapter. Et ça, c'est un vrai enjeu aussi de transformation de l'entreprise. Kevin, votre regard sur l'industrialisation et leur site? Bon, déjà, j'abonde dans ce qui a été dit. Je vais compléter avec quelques exemples. Le robot s'appelle Batiprint 3D, non? C'est pas celui-là? On l'avait regardé aussi. Alors, ça demande, on pourrait faire une table entière sur le hors-site, parce que ça pose plein de questions. Mais je vais commencer par les tentatives passées ratées, qui sont intéressantes. Pour info, il y a près de 8 milliards d'euros qui ont été engloutis dans le rêve de faire d'un site de construction une entreprise, enfin une industrie, pardon. Catera étant l'exemple américain le plus connu et enlevé plus de 2 milliards, étant valorisé, enfin bon, l'histoire américaine classique. Mais c'est près de 7 boîtes comme ça, un peu partout dans le monde, qui ont levé 8 milliards d'euros et sont quasiment toutes en liquidation aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que effectivement, elles ont dit, les gens de la construction, comme vous disiez, bon, ils sont pas super bons. On va leur expliquer. Nous, on vient de l'industrie. Nous, on vient de la data. Nous, on vient du digital. On va leur expliquer un peu comment être productif. Et on va simplifier le truc. On va faire une grosse usine. On va construire le truc hors site, avec des super robots, des super chaînes d'assemblage, comme on fait des voitures. Et puis on va les mettre ça sur site. Et puis on va assembler ça comme des Lego. Et puis on va faire les gains de productivité escomptés. Puis après, ils se sont rendus compte, il y a un truc qui s'appelle la logistique déjà, qui est pas dans le modèle économique. Puis il y a un autre truc qui s'appelle le modèle économique justement du monde de la construction. Dit autrement, ça ne marche pas de faire du heavy capex business sur du low margin business. Voilà. Une entreprise de construction, elle essaye de gagner sa vie à la fin de la journée. Elle fait 3% de marge. C'est complètement antagoniste avec le fait de mettre beaucoup de capitaux à un endroit. Parce que le problème d'une usine, c'est qu'elle est quelque part. Et par définition, les chantiers, ils ne sont pas tous autour de l'usine. Donc il y a forcément de la logistique, déjà qui plombe le modèle économique. Et puis plein d'autres choses. Donc fort de tous ces apprentissages-là, on est aujourd'hui à un endroit beaucoup plus intelligent, je trouve, enfin moins simpliste dans l'approche, qui est de dire, en fait, on va industrialiser le geste, on va industrialiser le process. Et c'est là où ce que disait monsieur est très pertinent sur, en fait, comment passer du trait de l'architecte à la machine-outil, qui va dépiler, pour le coup, de façon industrielle, des morceaux d'aluminium pour faire des cloisons, de bouts de façade pour faire du FOB, ainsi de suite. Tous les éléments, si on décompose un bâtiment en plein d'éléments unitaires en 2D ou en 3D, ça peut être effectivement des modules entiers, alors il faut inventer le langage qui va passer du design, du dessin, à la fabrication. Et c'est là où on met l'intelligence de l'entreprise. Parce qu'en fait, ces artisans, en fait, ils sont très intelligents, ils ont un vrai savoir-faire. Parce que le trait de l'architecte qui fait juste un trait sur un papier, en vrai, c'est un truc en 3D qui fait une épaisseur, avec du placo, avec une structure alu, en bois, avec de la laine de roche, avec d'autres types d'isolants, bref, un savoir-faire. De construire une cloison pour un objet donné, parce que la cloison du bureau, c'est pas la même que la cloison du logement, c'est pas la même que la cloison de la prison ou de l'hôpital, bref. Donc ce savoir-faire-là, on va le mettre dans l'intelligence et on va le digitaliser entre le trait de l'architecte avec des briques typiquement technologiques comme Katia de Dassault Systèmes ou ce genre de choses. Et on va mettre cette intelligence-là dans ce process. Donc en fait, on va dialoguer directement à la machine-outil. Et ensuite, effectivement, toutes ces briques-là vont être assemblées hors site, proche du chantier pour le coup. Et ensuite, on va venir assembler ces modules, encore une fois que ce soit du 2D ou 3D, sur le site.
Et on ne va pas faire moins 30% de coûts. Par contre, on va faire probablement à Isoku les références en France, par exemple, de la RE 2031. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup plus de qualité, beaucoup plus bas carbone, probablement à Isoku pour un chantier donné. Donc c'est ça la promesse. Donc en gros, il ne faut pas survendre. Il ne va pas y avoir de l'industrialisation et de la massification. Parce qu'en France, particulièrement, il y a un truc qui s'appelle l'architecte, un truc qui s'appelle le PLU et un autre truc qui s'appelle le maire. Et en gros, on ne veut pas tous avoir le bâtiment partout sur le territoire. Donc on aime bien l'architecture. Donc il faut faire d'une industrialisation qui ne se voit pas. Christian Bouygues a lancé un chantier atelier appelé Scale One pour faire des tests grandeur nature. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et en quoi ça va favoriser une innovation utile? Alors, effectivement, Scale One est né du constat que lorsqu'on veut faire changer les idées, les solutions, les matériaux, les matériels dans le domaine du BTP, on se frotte à une inertie incroyable. Et l'objectif, c'était de permettre aux équipes d'innovation de tester en grandeur réelle, à l'échelle 1, toutes les solutions innovantes permettant de gagner du temps, de la qualité, etc. Et pour ça, on s'est doté d'un outil, une plateforme d'expérimentation qui est actuellement en cours de création. Et son objectif, elle a déjà commencé à tester un certain nombre de nouveautés. Son objectif, c'est vraiment d'en faire un outil de co-création avec l'ensemble des parties prenantes qu'on peut trouver sur un chantier, allant de l'architecte jusqu'au contrôleur technique, en passant par des organismes de certification comme le CSTB, pour en fait mettre tout le monde autour de la table et permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus vite dans l'innovation. Aujourd'hui, on constate une nouvelle solution. Vous avez un nouveau matériau, un nouveau procédé. Entre la création de ce procédé et la mise en application sur un chantier, c'est au minimum plusieurs années et plusieurs centaines de milliers d'euros uniquement pour, entre guillemets, développer, tester, valider les concepts. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps. On n'a réellement pas le temps. On est en retard de façon mais incroyablement massive sur la rénovation. Et on se heurte justement à ce délai de mise en application des innovations. Et Scale One est un vrai outil pour accélérer cette mise en place de l'innovation sur nos chantiers, sans les contraintes. Sans les contraintes. Sans les contraintes du chantier. Kevin, dans vos échanges avec l'écosystème de start-up, quels sont les freins identifiés comme les plus bloquants dans l'adoption des innovations et quels leviers pourraient faire qu'on lève ces freins et qu'on passe à l'échelle et qu'on accélère? Alors il y en a plusieurs, parce qu'il y a toujours une bonne raison de ne pas faire. Mais on va dire que le premier, c'est encore une fois comprendre ce que c'est que fondamentalement gérer un chantier. Gérer un chantier, en fait, c'est de manager du risque, c'est de manager des aléas. Donc faire venir une innovation, même si c'est la meilleure du monde sur le papier, théoriquement, c'est faire venir une petite graine là qui va recréer encore un peu d'aléas et de risques dans un monde où on essaye juste, encore une fois, de gagner sa vie à la fin de la journée. Donc, faut organiser ce process pour effectivement le dérisquer. Je pense que Scale One est une super initiative parce que ça permet effectivement de dérisquer avant d'être dans la condition réelle des gens qui n'ont pas le temps, qui sont stressés, qui gèrent du risque, qui gèrent des aléas humains, techniques, ainsi de suite. Donc l'innovation doit s'intégrer dans cette réalité-là. Après, il y a des freins de type, si on ne connaît pas assez bien le métier, on peut avoir des fausses bonnes idées. On aurait pu en parler sur la première partie de cette discussion sur le diagnostic. Effectivement, il y a plein de technologies, je vous en ai parlé d'ailleurs moi-même, de computer vision, ainsi de suite, qui va voir de l'extérieur plein de choses. Mais si vous n'avez pas accès au support, par exemple, si le bâtiment était déjà isolé par l'extérieur, vous n'avez pas accès au support, mais c'est très compliqué de mesurer exactement ce sur quoi on va venir s'accrocher pour de la rénovation, par exemple. Et donc, la pertinence de la recommandation de cette innovation sera probablement fausse. On l'a vécu avec Reaskin, vous citez Reaskin, c'est une initiative de Vinci Construction qui permet de faire de l'isolation par l'extérieur de façon hors site et industrielle. Donc, pile poil ce qu'on s'est dit là sur les deux premières briques de la discussion, c'est-à-dire du diagnostic et ensuite du hors site pour industrialiser le fait de massifier la rénovation par l'extérieur. Sauf que ça, quand on arrive sur un site et qu'on n'a pas accès au support, en fait, il faut déjà désosser la vieille façade déperditive et ensuite venir voir la réalité du support. Et ensuite venir, et l'innovation, en fait, elle est dans la façon dont ce panneau industriel vient s'accrocher à la façade. Et là, il y a de l'intelligence constructive sur comment industrialiser le fait de mettre des panneaux et gagner l'efficience. Donc, mon premier point, il est de dire, il y a plein d'innovations certes, mais il faut faire, et d'ailleurs c'est le rôle de Léonard, c'est exactement pour ça qu'on existe, parce qu'on va passer au tamis du regard de l'expert
opérationnelle, enfin, tout type d'expertise, hein, technique, opérationnelle, de chantier, ainsi de suite, la pertinence et la réalité applicative de cette innovation. Et en réalité, à la fin, typiquement, je vais citer un exemple d'une entreprise de Vinci Construction qui s'appelle Léor, qui s'est attaquée justement à la rénovation par l'extérieur en faisant du clos et couvert, et pas simplement justement de la construction, voilà, pour essayer de... La rénovation, c'est pas qu'un sujet de mettre de l'isolant ou couler du béton, c'est un sujet énergétique, donc c'est un sujet global. Il y a des fluides, voilà, c'est un peu plus complexe. Donc il faut être capable d'appréhender ces sujets dans leur globalité. Et cette entreprise, quand elle est arrivée, effectivement, elle a regardé, elle dit, moi, mes maîtres, en vrai, sur la base des plans, je peux faire, grosso modo, par mon expérience, un maître qui est plutôt correct. Et j'ai pas besoin du extra pouillem de la start-up qui va venir. Bon. Par contre, sur les procédés de constructifs, sur la rénovation, ils ont fait travailler, par exemple, un ergonome. Et l'ergonome est venu et a regardé comment il s'y prenait. Et là, du coup, en regardant le process, il a compris qu'on pouvait optimiser les choses en mettant le bon moyen de levage au bon endroit pour des questions de pénibilité, de sécurité, en optimisant le process, en regardant comment le workflow va se mettre en place. Et là, du coup, on arrive à massifier, industrialiser la façon dont on fait de la rénovation, mais par de l'usage. Donc voilà, je voulais juste illustrer le fait que la techno, c'est très bien, il y a plein de choses super, mais le technosolutionnisme, ça n'existe pas. Et la réalité opérationnelle, la maîtrise des métiers, il faut partir de là, en fait, pour adapter la technologie à ça et pas l'inverse. Oui, mais toutes ces innovations vont quand même transformer la façon de travailler dans vos deux groupes. Comment est-ce que vous accompagnez les collaborateurs dans cette vaste transformation ? Alors c'est un vrai challenge. Quand on discute avec des compagnons, avec des ingénieurs qui ont travaillé toute leur vie dans le domaine de la construction neuve et qui doivent maintenant, entre guillemets, se réorganiser, se réinventer pour travailler sur de l'AREA, il y a toujours un accompagnement important à faire, sachant que les solutions techno qu'ils connaissent ne sont pas applicables puisqu'on est en rénovation. Le gros œuvre qui est, on va dire, le morceau de choix disparaît de facto, ou entre guillemets est réduit à sa plus simple expression, et il reste toute la partie enveloppe, la partie façade, la partie solution technique de production d'énergie, de distribution d'énergie, et les enjeux liés à la rénovation sont éminemment différents de la construction neuve. Donc on a quelque part une sorte d'accompagnement au changement de ces populations-là pour leur expliquer ce que c'est qu'une rénovation. Ne serait-ce déjà que quand on est en rénovation en site occupé, la relation avec les usagers. Ça, c'est un nouveau métier, en tout cas qui se développe. Et ça fait partie des sujets sur lesquels nos compagnons, nos ingénieurs, l'ensemble des personnes qui travaillent sur ces sujets-là doivent apprendre des nouvelles choses, des nouveaux métiers, des nouvelles solutions et même des nouveaux outils. Donc on a aussi, pour essayer d'améliorer l'attractivité de nos chantiers et de nos projets, des solutions techniques beaucoup plus digitales qui simplifient de façon importante les différentes étapes nécessaires à un projet de rénovation. Et aujourd'hui, on a des outils qui sont extrêmement bien appréciés de nos équipes parce que performants, rapides et assurant une belle qualité à la fin. Et chez Vinci, comment est-ce qu'on accompagne ce changement ? C'est effectivement le sujet, hein, c'est la capacité à adopter des nouveaux usages et des nouveaux outils. Nous, on a créé chez Léonard ce qu'on appelle des programmes. Donc, du coup, on a des programmes. On a un programme autour de l'intelligence artificielle où on va développer des cas d'usage, des briques qui répondent encore une fois à un vrai besoin réel de la vraie vie. Un exemple, on a développé une generative AI typiquement pour aider l'ingénieur méthode à optimiser la rotation des banches qui à la fin va permettre d'optimiser le temps d'utilisation de la grue. Par exemple, donc c'est juste pour illustrer à quel point c'est concret et opérationnel. Donc des briques, et on en fait une 15-20 par an comme ça, avec les métiers. On a créé un programme pour les startups, des startups early stage, donc au début de leur aventure, qui ont un prototype intéressant. Et là, on va travailler avec les entreprises dans, en bon français, le go-to-market et le product market fit. Donc en gros, la capacité à comprendre ce que c'est, ce que je disais tout à l'heure, la réalité de nos métiers pour adapter la solution et faire en sorte qu'elle soit hyper adaptée. Et après, on a un autre programme, pour le coup, pour des startups matures, qui sont déjà robustes, qui sont déjà passées par toutes ces phases-là, et on a une équipe qui va aider en fait à massifier l'usage de ces solutions dans le groupe, par réplicabilité, par recommandation de pairs, parce que rien de mieux qu'un
un opérationnel qui dit à un autre opérationnel, j'ai pris cette solution parce que ça répondait à ça, ça a fait ci, ça a fait ça. On dit aussi ce qui ne marche pas d'ailleurs. On ne fait plus ça parce que ça ne marche pas. La promesse c'était ça et ça a produit ça. Donc voilà, par du retour d'expérience, du partage d'expérience entre pairs, ça marche plutôt pas mal. Alors vous parlez de start-up, vous faites partie de 2 très grands groupes. Mais qu'en est-il des autres? Comment on fait pour embarquer finalement tout le secteur, toute la filière, pour que les PME, TPI aient aussi accès à toutes les innovations dont vous nous avez parlé? Alors, évidemment, nous, on ne travaille jamais seul, parce qu'on n'a pas la compétence sur tous les sujets que l'on veut pousser. Et donc, on établit des coopérations, des partenariats avec des industriels, petits, moyens, grands, ça dépend. Là, on en a plusieurs, on va dire, en cours, sur exclusivement la rénovation énergétique. Donc, les industriels ne sont pas oubliés, et au contraire, ils sont même source entre guillemets, d'apport d'expertise, parce qu'ils maîtrisent bien un de leurs sujets, qui est généralement leur cœur de métier. Et quand on vient les associer sur des innovations liées à la rénovation énergétique dans le bâtiment, ils ont toute leur valeur ajoutée. Et ça, c'est très important. On va prendre dans un instant les questions du public. Peut-être un point là-dessus, sur comment on embarque TPE, Ouais, PME. effectivement, nos entreprises ne travaillent pas seules, avec toute une chaîne de valeur qui est embarquée sur un projet. Nous, chez Léonard, on a accompagné et soutenu 2 initiatives, une qui s'appelle la Solive, qui forme en fait des gens qui se reconvertissent à la rénovation, parce qu'en fait, c'est effectivement des techniques spécifiques. Donc, c'est un programme sur 6 mois, et des gens qui se reconvertissent en fait au savoir-faire de la rénovation. Ça s'appelle la Solive, ça marche plutôt bien. Et une autre qui s'appelle Arsenio, et qui travaille spécifiquement là aussi sur la formation, mais sur le jumeau numérique, donc sur cette brique importante digitale sur laquelle il faut former de plus en plus de gens pour aider justement à faire ce maillon essentiel, pour pas faire comme avant quelque chose de nouveau, quoi. Voilà. Vous parliez de formation et de reconversion. Moi, je vous invite d'ailleurs à rester pour la prochaine conférence qui sera vraiment sur ce thème-là. Peut-être d'abord quelques questions du public. N'hésitez pas. Vous avez les représentants de 2 grands groupes qui nous parlent de technologie, d'excellence, d'innovation. Avez-vous des questions à poser, des précisions à demander? Surtout, n'hésitez pas à lever la main pour demander un micro. On vous apporte un micro, monsieur. Bonjour. Ma question était comment postuler justement au programme d'incubation pour des startups qui sont on va dire, dans une phase de maturation de marché. Aujourd'hui, on a déjà des produits qu'on déploie, donc des solutions IA pour les bureaux d'études techniques et les PME générales du bâtiment. Et en l'occurrence, on aimerait effectivement resserrer nos liens avec ces métiers en les comprenant plus de l'intérieur. Et effectivement, je trouve que votre discours fait tout à fait sens par rapport à cela. Donc, s'il y a une possibilité de candidater, je serais preneur de savoir comment. Avec plaisir. Et donc, effectivement, il y a un lien. Si tu vas sur le site de Léonard, pour nous concernant, j'imagine qu'il y a la même chose chez Bouygues. Mais nous concernant, tu peux aller sur le site de Léonard et tu as candidaté au programme SEED. Donc, le programme s'appelle SEED, comme son nom l'indique, une graine. Et tout dépend de ton niveau de maturité. Et après, le programme Catalyst, c'est éligible aux startups qui ont levé plus de 20 millions d'euros, qui font plus de 3 millions de chiffre d'affaires récurrents. Donc, si tu es avant 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est le programme SEED. Et le process est en ce moment. Et on a un jury de sélection le 27 novembre, exactement. Donc, c'est money time. Ah oui, donc c'est le moment vraiment de faire le dossier. Et vous les accompagnez pendant combien de temps, les startups? Alors après, on va les accompagner pendant 6 mois, de janvier à juin. Effectivement, sur en fait, des rencontres à la fois intenses avec les opérationnels, les décideurs, à la fois techniques et business de nos métiers, en fonction de la proposition de valeur de la start-up. Et on a un partenariat avec Stanford University, donc on leur offre aussi, on va dire, les basiques de ce que c'est qu'entreprendre, parce que souvent les entrepreneurs dans notre secteur sont plutôt ingénieurs, plutôt techniques. Donc on a besoin de les accompagner sur ce que c'est que la différence entre un business plan et un business model, ce que c'est que la différence entre la communication et du marketing, enfin bon, connaître son client, le go-to-market, bref, toutes ces notions-là de comment entreprendre en fait, au-delà de la solution. Oui. Souvent le deck, c'est la solution technique, première page, et à la fin du programme, la solution technique, elle est en 10e page. Et avant ça, on dit c'est quoi le problème, quel est le marché, quelle est sa profondeur, quel est le prix, quel est le modèle économique, et après on parle de solutions techniques. Très bien. Autre question? N'hésitez pas. Oui, monsieur?
Oui, bonjour. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi. Je comprends que la rénovation, l'enveloppe du bâtiment, c'est la catégorie nouvelle catégorie Rennes. Et j'ai pas compris si l'innovation du hors-site et de la pré-industrialisation donnait des résultats satisfaisants qui permet de mieux anticiper le marché de masse. Oui, je vais prendre. Alors en fait, si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que l'industrialisation et le hors-site améliorent la massification? J'entends pas, je suis désolé. On va redonner le micro, monsieur. Voilà. Ah, si les solutions permettent la massification, développer. Ce que vous avez testé, Alors, voilà, est-ce que ça a permis de faire maturer, d'avoir des solutions qui fonctionnent? Alors oui, la réponse est oui, heureusement. Là, si je reprends l'exemple du Nord, on a développé une solution semi-industrialisée d'isolation par l'extérieur, où on vient préfabriquer en usine, on va dire 80% des modules. On vient assembler sur site pour prendre en compte les particularités de chaque bâtiment. Et ça nous permet de, entre guillemets, aller plus vite avec une meilleure qualité finale. Et tout ça dans le cadre d'un prix contraint, puisqu'on était en concurrence et appel d'offres public. Donc l'objectif était vraiment de prouver que des solutions industrialisées fonctionnent. Donc ça, c'est validé, ça. Et l'objectif, c'est de travailler, parce que quand on a développé cette solution, pour la petite histoire, 3 ATEX plus un brevet, c'est lourd, mais à la fin, on en a obtenu, on va dire, un succès qui va nous générer une deuxième version avec des améliorations, et on travaille en continu pour, entre guillemets, développer les nouvelles solutions qui vont encore accélérer, pas forcément diminuer tant que ça le prix, malheureusement, mais en tout cas accélérer et améliorer les performances tout en réduisant l'impact chantier, la durée. Il y a un vrai sujet sur la partie nuisance auprès des personnes quand on est en site occupé. Et il y a un vrai enjeu là-dessus. Et ça nous permet, l'industrialisation hors site, de traiter une bonne partie de ces problématiques. On arrive presque au terme de cette conférence. Je vais vous demander à chacun un mot, un message. On commence avec vous. Un message sur la rénovation particulièrement, et ça répond aussi en partie à monsieur. Moi, je pense que le hors-site, les solutions technologiques et tout, c'est très bien, mais on n'a pas assez travaillé les modèles économiques. Pour vraiment massifier, en fait, il faut poser un nouveau modèle économique. Et je vais prendre un exemple, une boîte dans laquelle on a investi qui s'appelle Newable, c'est deux entrepreneurs qui viennent de la foncière, donc du monde plutôt du propriétaire d'immeubles, et qui ont inventé un nouveau modèle économique autour du lot énergétique. Et ils ont inventé en fait ce qu'on appelle le loyer énergétique, c'est-à-dire une façon d'aligner l'intérêt entre celui qui paye la rénovation et celui qui bénéficie. Dit autrement, les rénovations historiques sur le thermique ou l'énergie, c'était le propriétaire qui investit pour que le locataire ait moins de charges. Sauf que ça, c'est un désalignement. C'est perte de valeur pour le propriétaire et potentiellement gain de valeur pour le locataire, mais ça ne marche pas. Donc ce nouveau modèle économique permet d'aligner ça et permet du coup de donner envie au propriétaire d'enclencher de la rénovation massifiée, parce que le lot rénovation a son propre modèle économique, sa propre rentabilité. Voilà. Donc, petit message pour dire que je pense que pour massifier la rénovation, il faut d'abord commencer par regarder le modèle économique et être innovant là-dessus. Et ensuite, les solutions, en fait, elles existent. Et le hors-site, pour répondre à monsieur, c'est pas une fin en soi. C'est pas le hors-site qui va révolutionner les choses. C'est le modèle économique qui va permettre de massifier. Et le hors-site sera pertinent s'il y a de la massification. Un dernier message, Christian. Alors, la rénovation, pour moi, c'est le one-stop shop, l'étape unique où le client rencontre le faiseur et ne se pose plus de questions sur son financement, ses solutions techniques, sa validation qualitative, son fonctionnement à terme. Aujourd'hui, c'est ça qui manque dans la rénovation globale. C'est une personne responsable de l'ensemble du business model. Et ça, aujourd'hui, on le voit typiquement. Je prends MaPrimeRénov', petit sujet à la mode en ce moment. La catégorie des ménages très aisés, qui a priori n'ont pas besoin de financement. Eh bien, eux, leur patrimoine n'évolue pas. Dans le sens, ils ne s'engagent pas plus à faire des travaux de rénovation, malgré le fait qu'il n'ait pas de sujet de financement. Donc le problème ne vient pas du financement, pas complètement du financement, mais du business model qui est derrière. Il n'y a pas une personne responsable de l'ensemble de la rénovation
qui prend en charge tous les aspects financiers, juridiques, techniques, contractuels, opérationnels. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Merci à vous deux d'avoir participé à cette table ronde. On peut vous applaudir. Après